Bienvenue dans cette émission Face à nous en seconde partie avec quelqu'un qui, le 1er septembre 2001, demande et obtient sa mise en retraite anticipée de l'armée de son pays, le Mali. Il sait déjà que son destin est tracé. 10 ans plus tôt, il avait organisé la conférence nationale qui s'est déroulée au 12 août 1991, puis des élections législatives et présidentielles en 1992. À l'issue de ces élections, il remettra le pouvoir au nouveau président élu, Alpha Oumar Konaré. Donc on parle du Mali. Son surnom, alors légendaire ATT, lui vaut ce titre de soldat de la démocratie. Une décennie plus tard, sa décision est prise de se lancer dans la vie politique en posant sa candidature pour l'élection présidentielle. En 2012, vous aurez passé une décennie à la tête du Mali, une occasion pour nous de porter un regard, votre regard, sur l'actualité de votre pays et du continent africain. Vous êtes dans la deuxième partie de Face à nous. Merci d'être avec nous, Monsieur le Président. L'actualité marquante et brûlante ces derniers mois au niveau international est la recrudescence du danger terroriste qui déforme l'image même de votre pays à l'international. Or, votre économie est très dépendante du tourisme. Comment vivez-vous cette réalité? Quelle est votre méthode pour régler ce problème? Bon, d'abord, je pense que le terrorisme est aujourd'hui une préoccupation planétaire. Lorsqu'on voit ce qui se passe ailleurs, imaginez-vous en Somalie. Avec toutes les marines du monde, on continue encore à raisonner des bateaux. Je pense que ce terrorisme est rampant et il est peut-être beaucoup plus dangereux qu'on le dit. Mais pour ce qui concerne le cas du Mali, c'est un cas spécifique, c'est que nous sommes dans une bande. Et la bande sahélo-sahélienne. Et la bande sahélo-sahélienne, c'est 4 millions de kilomètres carrés. Ça commence en Mauritanie et ça finit au Darfour. Donc c'est la Mauritanie, c'est le Mali, c'est la Burkina Faso, un peu le Niger, c'est l'Algérie, c'est la Libye, c'est le Tchad et le Soudan. Donc ça, c'est une bande extrêmement grande. Et au Mali seulement, c'est 650 000 km². Donc moi, je pense que Woumé n'est pas prendre un cas spécifique. C'est la bande sahélo-sahélienne qui est en cause, avec des menaces fortes. Vente de cigarettes, passeurs des clandestins pour aller vers l'Europe, salafistes venant d'ailleurs, drogue. Donc je crois qu'il y a une somme de menaces qui ont fleuri dans cette région et qui, aujourd'hui, est en train de prendre des formes très inquiétantes. C'est pour cette raison que j'ai dit non. Le problème, ce n'est pas qu'il soit tel pays ou tel autre pays. C'est une menace globale. Et c'est une menace qu'aucun de nos pays ne gère. Et de toutes ces menaces, aucune ne nous est destinée. Vous, au Mali, spécifiquement? Non, nous, le Mali, spécifiquement, nous ne fabriquons pas certains types de produits, nous n'en consommons pas. Donc c'est pour cette raison que j'ai demandé rapidement l'organisation d'une conférence sur la paix et le développement dans la bande sahélo-sahélienne. Parce que je pense que la réponse fondamentale, elle est certainement sécuritaire, c'est vrai, il en faut toujours. Mais je suis sûr et certain que pour combattre une certaine forme d'idéologie, il faut le développement. Parce que l'enjeu, c'est la population. L'enjeu, c'est les jeunes. Je pense que c'est pour cette raison que je mets tout. Je dis, je suis d'accord pour le sécuritaire, je suis d'accord pour l'armée, je suis d'accord pour la police. Il en faut pour partenir certains. Mais ce qui est certain, c'est seulement avec le développement que nous pourrons le résoudre. Aucun pays n'arrive à résoudre proprement seul son problème. Toutes les menaces sont transfrontalières. Dans ce cas, il nous faut des réponses transfrontalières. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur cette bande. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème Touareg aussi accentue cette situation? Nous ne connaissons pas de problème Touareg depuis plus d'1 an. La rébellion Touareg est totalement terminée. Les chefs de la rébellion et tous sont rentrés. Les armes ont été déposées et intégrées. Vous êtes confiant dans cette situation de paix? Pourquoi pas? Tout le monde est là. Nous sommes tous ensemble. Ceux qui devaient réduire leurs emplois, les ont rejoints. Il y a eu une période d'incompréhension. Nous avons préféré gérer ça d'une manière politique et pacifique. Donc, je vous dis très clairement, aujourd'hui, la rébellion Touareg est terminée. Mais cependant, les 4 ans que nous avons fait dans la rébellion Touareg nous a distrait des autres, nous a distrait de la lutte contre le grand banditisme et nous a distrait des autres menaces. Donc, ça a été certainement, cette période, un facteur qui n'a pas été positif. Parce que c'est quelque chose qui nous a distrait. Mais maintenant, je le dis, et j'ai confiance, la rébellion Touareg est terminée, les gens sont rentrés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de faire en sorte que tout le monde reste. Comment rester? Il faut qu'il n'y ait pas d'exclusion, il faut qu'il y ait une justice, et surtout, il faut qu'il y ait un développement. Alors, autre chose, l'Afrique de l'Ouest, qui vous tient tant à cœur, a vécu ces derniers temps des périodes de transition difficiles. On parle de la Guinée-Conakry, mais plus récemment, la situation du Niger. Comment analysez-vous ces problèmes d'instabilité politique?
La Guinée, vous savez, se trouve à 80 km de Bamako. Et ensuite, c'est des frères, c'est nos parents. Nous partageons un espace, nous partageons des langues, nous partageons des habitudes. Donc, vous comprendrez qu'il est extrêmement difficile pour moi, vraiment, de tenir certains types d'analyse. Mais cependant, aujourd'hui, je pense que la Guinée a pris une voie que je pense doit être soutenue et encouragée. Le général Sekouba Konaté, aussi bien que le Premier ministre et la présidente du CNT, tout le monde, les partis politiques, les forces vives, l'armée, les CNDD, tous ont décidé, à partir des accords de Ouagadougou, d'entamer une nouvelle forme, une nouvelle transition, et à l'issue de cette transition, organiser des élections. Je pense que c'est une bonne voie. Nous devons les soutenir. Nous le faisons comme nous pouvons. Mais cependant, il y a un autre cas également dont il faut parler. Si c'était s'il y avait un an, vous m'aurez posé la question sur la Guinée-Bissau. Mais la Guinée-Bissau, ça s'est bien passé. Ils ont organisé des élections qui ont été acceptées, admises par toute la communauté internationale. Et aujourd'hui, la Guinée-Bissau est stable. La Guinée-Bissau travaille et la Guinée-Bissau fait partie de l'UMA et ils vont participer à notre conférence. Mais est-ce qu'il y avait besoin de passer par ce bain de sang qu'il y a eu en Guinée-Bissau pour vous? Dans tous les cas, dans aucun pays au monde, il n'est besoin de passer de bain de sang. Alors, un autre voisin qui connaît une difficulté pour vous, c'est le Niger. Qu'avez-vous pensé de la situation qui vient de se dérouler au Niger et le coup d'État contre le président Tandja? D'abord, n'importe quel coup d'État est condamnable. Je suis contre ceux qui paraissent et qui disent que le coup d'État démocratique. Je suis mieux inspiré qu'eux parce que je suis un ancien poussiste et je passe par cette voie. Il n'y a pas de coup d'État démocratique. Le coup d'État est toujours l'échec de quelque chose. C'est lorsque les politiques n'arrivent pas à trouver des réponses politiques à une question politique que d'autres trouvent les prétextes, comme nous l'avons été nous-mêmes, et trouvent également les prétextes et trouvent également les raisons de faire irruption dans le jeu politique. Et en général, c'est l'armée. C'est une force organisée, c'est une force armée, c'est une force préparée. Mais, j'avoue, aujourd'hui, avec les jeunes qui sont à Niamey, dont je connais certains, nous ne pouvons que les donner des conseils. Et nous sommes très heureux de les ouvrir l'expérience malienne, de les dire comment nous avons mené notre transition, comment tout ça s'est passé. Parce qu'en tout cas, les premières volontés affichées, c'est de dire nous allons rétablir une démocratie. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes prêts, nous sommes des voisins immédiats, nous sommes très liés également, comme la Guinée, donc nous ne pouvons que souhaiter. Mais par contre, je m'inscrirai et je n'accepterai avec personne qu'il y ait un coup d'État utile ou un coup d'État indispensable, encore moins un coup d'État démocratique. Les autres peuvent le faire, ils peuvent le dire. Moi, je l'ai fait et je suis mieux indiqué pour le juger. Alors, une des raisons principales qu'on voit fleurir, qu'on voit revenir, c'est cette motivation de certains chefs d'État de se maintenir coûte que coûte au pouvoir au mépris de la Constitution. En principe, votre mandat se termine en 2012. Normalement, la Constitution malienne ne vous permet pas de briguer un autre mandat. Allez-vous changer cette Constitution pour vous présenter une nouvelle fois? D'abord, moi, je crois qu'il n'y a pas de débat. La Constitution qui est en cours a été faite en janvier 1993. C'est moi qui ai présidé la conférence nationale et l'un des points sur lesquels j'ai insisté, c'est 2 mandats. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la relecture de nos textes. Et je sais qu'un des points fondamentaux, c'est nous toucherons notre Constitution ou bien nous la proposerons à la classe malienne et au peuple malien. Mais nous n'avons jamais touché l'article 30. L'article 30, c'est quoi? C'est le nombre de mandats et la durée de mandat. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi, depuis 15 ans, 16 ans, nous n'avons jamais touché. Aucune virgule n'a changé dans notre Constitution. Donc, je me pose très souvent à savoir, mais pourquoi poser cette question? Elle n'a pas le droit d'être posée. D'abord, notre Constitution ne le prévoit pas. Et ensuite, d'autre part, la question n'est pas d'actualité au Mali. Et notre Constitution n'a jamais changé. Et ce n'est pas ma Constitution, c'est la Constitution des Maliens. Donc, je ne vois vraiment pas comment est-ce que je peux me permettre et quelle prétention j'ai de vouloir changer quelque chose. Monsieur le Président, vous savez que le droit d'aînesse et le droit de respect me permet de ne pas vous demander certaines choses. Mais je veux vraiment vous le dire, des yeux dans les yeux, vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, vous ne changerez, vous ne toucherez pas, donc vous arrêterez votre mandat en 2012. Mais dans tous les cas, je pense que ne pas répondre pour créer une confusion.
C'est que vous êtes en train de dire, la question ne se pose pas à moi. Je suis parti en 92, je sais partir. Et lorsque j'ai fini ma transition, je suis parti. Je n'ai pas été obligé. Est-ce que ça vous fait mal qu'on y pense Attendez, ça me fait mal qu'on doute de moi. Ça me fait mal que certains n'ont d'autres points que de le dire. Ça me fait mal que certains soient pressés que je parte le plus tôt possible. Ça me fait mal également qu'on n'ait pas confiance en moi. C'est pas moi qui n'ai pas confiance en vous. Non, parle pas de vous. C'est pas moi. Non. Bien d'accord. Je ne fais que vous poser la question de ce que j'entends. Non, j'ai dit tout simplement, il n'y a pas de problème. On n'a pas parlé des changements d'une constitution. On n'a même pas parlé de constitution. Depuis 15 ans, nous avons la même constitution. Mais chaque fois, je ne vois pas pourquoi je vais répondre à un problème qui ne se pose pas. Alors, Monsieur le Président, si vous ne vous représentez pas, parmi tous les candidats qui se pressent pour vous succéder, vous devez bien avoir un favori. Non. Vous ne pousserez pour personne. Non, d'abord, je ne connais pas les candidats. Parce que les candidatures n'ont pas été ouvertes. Voilà une raison de plus que je ne veux pas vraiment ouvrir une campagne. Lorsqu'il me reste 2 ans et demi de mandat, mais quel intérêt ai-je d'ouvrir une campagne? Moi, pourquoi? J'ai besoin de travailler avec beaucoup de sérénité et j'ai besoin d'amener mon mandat jusqu'à terme. Raison pour laquelle j'évite et je refuse de rentrer dans une certaine confusion qui, en véritable, n'existe pas. Pour le deuxième point, les candidatures n'ont pas été ouvertes. Les candidatures seront ouvertes certainement en 2012. Je ne connais pas quels sont ceux qui sont candidats. Donc, c'est pour cette raison, d'abord, je ne peux pas m'engager à discuter sur un point que je ne connais pas. Et deuxièmement, je pense que mon rôle, c'est de ne pas dire qui est bon ou bien qui est mauvais. Dans tous les cas de figure, celui qui est bon, c'est les Maliens qui vont le désigner. Et je pense que cela est une prérogative du peuple. Et c'est le peuple malien qui va voter pour celui qu'il veut. Et celui pour lequel ils vont voter au plus grand nombre, eh bien c'est celui-là qui va gagner. Monsieur le Président, je vous remercie pour ces minutes que nous avons passées ensemble, pour vos mots, pour vos leçons. Mais à partir de cet instant, cette émission vous appartient. Vous allez regarder cette caméra et adresser le message de votre choix, le commentaire sur ces instants, cette émission qu'on vient de vivre. Vous pouvez me critiquer, il n'y a aucun souci. Cette émission vous appartient, vont vous adresser le message aux Maliens, à tous les Africains. D'abord, je vous remercie. Je vous remercie vraiment des différentes questions que vous m'avez pu me poser. Je suis sûr qu'on serait parti plus loin si on avait le temps. Mais je pense également qu'il y a... D'abord, j'ai été heureux et fier de l'honneur qui a été fait pour mon pays et moi-même d'être votre invité. Et d'autre part également, je pense que les questions que vous avez posées sont tout à fait justes. Les gens ont besoin de le savoir et de le comprendre. Et vraiment, j'ai trouvé ça très bien. Je suis Africa 24 depuis bientôt près d'1 an. Je suis régulièrement vos émissions. Je vois chaque jour il y a progrès. Et je vois chaque jour il y a des débats. Et je ne peux que m'en réjouir et vous dire félicitations et que l'Afrique vous regarde et nous ne sommes pas mécontents de vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci. Cette émission est terminée. Face à vous était le président Amadou Toumani Touré, ATT pour les intimes ou pour les plus passionnés. Nous vous remercions de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux, des millions à nous suivre à travers le monde. Restez fidèles à Africa 24. Dans un instant, la suite de nos programmes avec le journal. Au revoir.